Espace TV, le 22h. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à nous regarder à Kundu, Lengo Bengu, à Nongowa, Wende Kenema et Fanga Madou, c'est à Gekedu, Bisikrima, Dongome à Dabola et Sassé à Dingirai. Merci de nous préférer et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Retraités, mais plusieurs d'entre eux signent leur présence au sein du Conseil supérieur de la défense. Eux, ce sont les 42 généraux récemment mis à la retraite par le CNRD, une présence que dénoncent des acteurs sociaux, mais bien comprise par le porte-parole de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD. Vous l'entendrez dans ce journal. Attention, la Covid-19 est encore là. Le risque de la 5e vague se fait sentir dans certains pays européens et la Guinée ne serait pas à l'abri. En cause, le flux des voyageurs en provenance de l'Europe alors que les citoyens ne s'intéressent plus aux opérations de vaccination. Et puis, pour notre angle de ce mardi, rendez-vous est pris pour Timbo à Mamou, la capitale du Fouta théocratique, à la découverte du Tata d'Almami Ibrahima Souri Maoudo. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. 14 organisations de la société civile jouant le rôle de veille sur les engagements de l'exécutif surveillent de près les actes posés et ceux annoncés par le CNRD. Ces organisations ne comprennent pas la présence de certains hauts gradés mis à la retraite au sein du Conseil supérieur de la défense. Le porte-parole de l'ANAD salue cette présence d'esprit, mais dit comprendre la démarche des nouvelles autorités. Mamadou Sadio Baldé a rencontré Keyamou Bogola Abba. Pour en savoir plus, suivez. Ce n'est pas à cause des moustiques qu'il faut brûler sa maison. C'est un devoir patriotique de les soutenir et de les guider. Cette voix tranchante du porte-parole de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique est loin de s'opposer à l'esprit et à la volonté des organisations de la société civile d'œuvrer pour le respect de la parole donnée. Mais pour ce point précis, il explique ce qu'il comprend du rôle du Conseil national de la défense. C'est un organe consultatif dont les membres sont convoqués en cas de risque majeur dans le pays. Et donc, il est important pratiquement de penser, de comprendre que c'est un rôle consultatif qui ne permet pas de garantir l'impunité aux membres. Keyamou Bogola Abba met la balance entre les insuffisances de l'exécutif et les résultats attendus dans les réformes engagées. À juste titre, il salue l'audace du nouvel homme fort du pays à répondre aux exigences du moment. C'est une armée qui est en train de s'ouvrir vers la diversité guinéenne que nous voulons exactement dans la gouvernance. Et c'est là, il faut donc soutenir cette réforme qui vient de commencer. Toute réforme engendre des conséquences. C'est pourquoi il est important d'agir avec tact et pédagogie, d'où le besoin du soutien de la société dans sa diversité. Jouer à la carotte et le bâton, et la société civile, comme les partis politiques, doivent absolument s'intéresser de ne pas regarder uniquement cette petite partie de recyclage, mais plutôt toute la réforme qui est engagée. Le retour à l'ordre constitutionnel, la réforme de l'armée, une justice équitable pour tourner la page des crimes de sang et économiques sont entre autres des missions que le CNRD peut faire avant de céder le pouvoir à un civil, conclut Keyamou Bogola Abba. Abdoulaye Sow conteste toujours le verdict prononcé par la Cour d'appel de Conakry, le certain le 12 octobre dernier dans le dossier USTG. Ses soutiens, comme lui, ne veulent toujours pas admettre Abdoulaye Camara, pourtant déclaré ou reconnu par la justice comme secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, se référant au congrès de 2018. À la faveur d'un point de presse ce mardi, le syndicaliste et son avocat ont réitéré leur rejet de la décision des juges et comptent bien sûr se pourvoir en cassation. Le compte-rendu de Mohamed Valek Touré et Aboubakar Din Kamara. Le conflit autour de qui est le véritable secrétaire général de l'USTG est encore loin de connaître son épilogue. Abdoulaye Camara, qui a été élu à la session de Mamou, et Abdoulaye Sow à celle de Conakry se réclament chacun le plus légitime et légal. Malgré l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Conakry qui a débouté Abdoulaye Sow,
celui-ci n'entend pas reculer. Nous faisons confiance d'une manière générale, à part quelques tas, à la justice guinéenne. Nous osons croire aujourd'hui qu'au niveau de la Cour suprême, le droit sera dit. Dans ce dossier, Abdoulaye Sow et son avocat parlent d'une mauvaise étude de fond et une analyse partiale de la part de la Cour d'appel. Ils décident de se pourvoir en cassation. Ce dossier a été dirigé avec une rapidité inexplicable. Une décision expéditive est intervenue et qui n'est pas conforme à la loi et qui a été de nouveau attaquée devant la Cour suprême. Du camp d'Abdoulaye Camara, l'équipe s'appuie sur le verdict rendu par la Cour. Selon son conseiller juridique, le litige de représentativité interne au sein d'une organisation syndicale telle que le Congrès relève de la compétence des tribunaux et la Cour d'appel. Le tribunal civil est bel et bien compétent pour examiner ce différend. Parce que ce n'est pas un problème de représentativité, ce n'est pas un problème de voir qui est plus représentatif que qui. On n'est pas dans ce cadre-là, on est dans l'organisation interne d'une organisation syndicale. Abdoulaye Sow, quant à lui, annonce une grève générale si la loi n'est pas dite en sa faveur. Ce conflit au sein de l'USTG court depuis 3 ans maintenant. Je vous le disais au sommaire, le risque de résurgence de la Covid-19 en sa 5e vague est bien latent sur le continent européen. Une menace qui plane aussi sur la Guinée et d'autres pays africains, vu le flux de voyageurs entre la Guinée et ces pays européens. Pendant ce temps, les citoyens ont complètement boudé les opérations de vaccination engagées depuis plusieurs mois dans le pays, alors que le pays dispose d'un stock important de plus d'1 million de vaccins. C'est un reportage de Ali Badara Kamara et Amara Alex Silla, rendu en studio par Mohamed Damaro Kamara. La Guinée dans la phase de contrôle de la maladie à Covid-19. Sur 80 personnes testées lundi, seulement un cas a été notifié, soit un taux de positivité d'1,3%. À Conakry, beaucoup pensent que cette baisse est la preuve que la maladie est vaincue. Conséquence, les quelques vaccinodromes sont aujourd'hui rangés dans les oubliettes, même avec les stocks importants de vaccins que dispose le pays. Ce site de vaccination, par exemple, accueillait 600 candidats par jour. Aujourd'hui, impossible pour les agents de livrer 50 carnets. Il y avait un engouement fou à la porte, mais maintenant vous remarquez que les gens ont vraiment délaissé, je ne sais pas pourquoi. 6 mois après le lancement des opérations de vaccination, 1 371 867 candidats ont reçu les premières doses et 667 702 les doses complètes. Pour mieux contrôler la maladie, l'Agence nationale de sécurité sanitaire vise les 70% de la population guinéenne éligible. Une invite est faite à la population de venir vraiment incessamment se faire vacciner pour nous aider afin que nous puissions encadrer ce virus. En marge de la cérémonie d'adieu de l'ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire s'est prononcé sur une éventuelle déclaration de la fin de la maladie en Guinée. Nous entendons cette déclaration de l'OMS seulement vers mi-2022. Pour le moment 2021, quelle déclaration nous pouvons faire? C'est la déclaration, le contrôle des poussées épidémiques. 1599 personnes ont été testées positives au Covid-19, dont 29 263 déclarées guéries. Le pays a enregistré 385 décès hospitaliers et compte 313 personnes isolées, dont 193 dans les centres de traitement épidémiologique. Annoncé, la commission d'élaboration du Code de bonne conduite des journalistes de Guinée a enfin été installée ce mardi au siège de la Haute Autorité de la Communication HAC. Selon les critères, les membres ont été désignés par des organisations de presse en Guinée. L'objectif est de se pencher sur la pratique même du métier, surtout en cette période de transition. Rosaline Goto-Monemou et Aliouba pour le compte-rendu. La HAC trouve qu'il est indispensable que les journalistes aient un code de bonne conduite. Son président sollicite que ce code soit rédigé par les journalistes de la presse nationale. Pour cela, les représentants des associations de presse devront rechercher et analyser les versions de code de bonne conduite des journalistes de Guinée déjà existants et ceux des pays étrangers pour s'en inspirer.
Tout à fait au début, on avait estimé qu'il fallait faire un code pour la transition, mais que ce soit une transition ou pas, le travail du journaliste ne change pas dans le fond. La présidente, le vice-président et le rapporteur ont été élus. Après l'élection, ils ont mis l'occasion à profit pour identifier des sous-thèmes et ont mis en place 2 sous-commissions de travail. Ce n'est pas pour la première fois qu'on a fait des codes ici, mais c'est des codes qui étaient bien placés pour des périodes bien déterminées, des périodes transitoires. Alors cette fois-ci, on a décidé de faire carrément le code du journaliste, tout court, que ce soit en période exceptionnelle, que ce soit en période normale. Cette commission est composée de 13 représentants des associations de presse et 4 commissaires. Ils veilleront à la conformité du code avec loi qui régissent la haute autorité de la communication. Rosaline Goto Monemo, la pêche maritime serait-elle menacée en Guinée? En tout cas, des responsables du port de Kaporo dans la commune de Ratoma s'indignent, dénoncent la pêche des petits poissons en mer par des industriels, une pratique illicite qui risque d'affecter dangereusement leur activité. Si rien n'est fait, ils parlent bien sûr de la part des autorités. Ces pêcheurs menacent de prendre des dispositions contre les personnes qui se livrent à ces pratiques nuisibles à la pêche. Les précisions avec André Mossier-Milimono et Ibrahima Sori Kamara. C'est une alerte que font ces pêcheurs ici, au port artisanal de Kaporo. La pratique de la pêche artisanale risque d'être fragilisée par des personnes qui se livrent à la pêche illicite des frétins. La pêche de ces poissons encore immatures appauvrit nos mers. C'est une loi internationale qui les exempte de la pêche. Donc la pêche, c'est les tailles normales, tu pêches, l'être humain mange. Mais le frétin, c'est pas bon, ça appauvrit la mer. Plusieurs démarches ont été menées par ces pêcheurs pour freiner la pratique en vain. Ils accusent des responsables de certains ports artisanaux de cautionner la pratique, notamment celui du port de Dixine. Il y a des ports qui refusent catégoriquement d'empêcher cette pratique, tel que celui de Dixine. Ils ont refusé parce qu'ils ont des intérêts personnels. Si la majorité interdit et que toi tu refuses de le faire, c'est que tu y gagnes quelque chose. Le responsable du port de Dixine balaie d'un revers de la main toutes les accusations portées contre lui. Les détenteurs de grosses pirogues, selon lui, pêchent ces petits poissons. C'est faux. Moi, dans mon port ici, ce sont des grosses pirogues qui vont en mer. Ces pirogues, on les trouve au port de Kaporo et même à Boulbinet. Si nous voulons mettre fin à cette pratique, interdisons à ces grosses pirogues aussi d'aller pêcher en mer. La gendarmerie et la préfecture maritime sont totalement absentes selon ces pêcheurs. Les pêcheurs demandent l'intervention des nouvelles autorités. Autrement, ils prendront eux-mêmes des mesures. Tout pêcheur qui sera pris avec des petits poissons sera traduit en justice. Un responsable du ministère de la Pêche nous a confié hors micro que c'est un manque de volonté de la part de l'État pour mettre fin à cette pratique nuisible. À quand la fin des conflits domaniaux à Dubreka? Cette question se pose et elle se posera toujours. Et cette fois, c'est un domaine en bordure de route qui appartiendrait à l'État qui est au centre des intérêts. D'un côté, celui qui réclame la paternité de la parcelle et de l'autre, un groupe de personnes qui occupaient les lieux depuis plusieurs années. Et ce groupe ne souhaite tout de même pas être déguerpi, que ce n'est que par l'État, parce que le groupe estime que le domaine appartient exclusivement à l'État. Plus de détails avec Mamadou Saliouba. Dossier à main, Mamadou Lamakanasso avance tout doucement vers ce qui était son dépôt de bois, aujourd'hui marqué par une clôture. Depuis plus de 3 ans, il vendait du bois ici, à Keitaya, dans la commune de Dubreka, et croyait dur comme fer que la place qu'il occupait appartenait à l'État. À sa grande surprise, un huissier se présente et réclame la parcelle au nom d'un certain Salifou Bangoura. Il nous a dit de quitter dans 3 jours. On l'a dit de nous donner de délai. Même si c'est quelqu'un qui habite dans une maison, il doit avoir le délai de 3 mois avant de sortir. À plus forte raison, ce qu'on a ici sur le bois, on ne peut pas enlever ça dans 2 jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on met dans un magasin.
il faut qu'on gagne une place un peu large, là on peut mettre. Donc, il m'a dit donc il va voir. Dans 2 semaines après, ils sont venus ici à 3h, 4h. Avec le bulldozer, ils ont cassé tout. Voilà. Déboussolé, le père de famille nous montre la trace du bulldozer et de ce qui reste de son dépôt de bois. Une grande perte, dit-il. Il réclame justice et se porte défenseur de l'État. Selon lui, la parcelle se trouve en bordure de route et à près de 2 mètres seulement des enserrailles de Cancan. Il brandit de faux documents qui auraient été présentés à la justice pour réclamer la parcelle. Ils ont dit, ils ont le numéro parcelle d'ici. Ils ont le numéro lot. Ils ont des titres fonciers. Et or qu'on a vérifié au cadastre, les numéros titres fonciers, le terrain là, ça trouve à 36. Autre indice qu'il nous donne, les hautes tensions finalement déplacées et la route rétrécie par la clôture du domaine et qui attire désormais l'attention de certains habitants de Kountianor. Souvent, quand tu viens la nuit, tu as même peur de descendre ici. Supposons que tu dois rentrer au quartier et il n'y a plus de route. Vraiment, tout ce que nous demandons, que les autorités nous aident à établir la route là, que la route revienne à sa place. Cette affaire de parcelle a déjà opposé les 2 chefs de quartier voisins. Celui de Kountianor, opposé et placé sous contrôle judiciaire. Celle de Keitaya, accusé de complicité, dit ne rien savoir. Aujourd'hui, le domaine qui appartiendrait à l'État est déjà vendu à un particulier. Pour être plus ou moins complet sur cette affaire de parcelle, nous avons écouté également le mardi-chef Laïbala Kourouma du Bureau des investigations spéciales de la Gendarmerie nationale et Maître Oumar Aïssata Kamara, huissier de justice. On les écoute au micro de Mamadou Saliouba et de Tcherno Sadouba. On nous a donné des informations concernant le titre foncier. Concernant ce titre foncier, nous avons à notre fort étonnement, nous avons trouvé que ce titre foncier n'est pas du tout pour Salifou Bangoura. Le numéro de parcelle qui est inscrit dans la grosse n'existe nulle part dans les archives de l'habitat, de la direction de l'habitat de Dubreka. Je ne peux pas commenter la moralité du titre foncier qu'un service légalement implanté par l'État a émis. Je ne peux pas le commenter. Moi, j'ai reçu un titre foncier, je ne connais pas de sa provenance. Et ce n'est même pas au vu du titre foncier que moi j'ai fait mon exécution. Moi, je n'ai nullement exécuté un titre foncier, j'ai plutôt exécuté la décision qui est prise par le juge. C'est ce que moi j'ai exécuté, donc je ne saurais commenter le titre foncier. À quelques jours de la rentrée scolaire, les parents d'élèves éprouvent d'énormes difficultés à trouver des fournitures scolaires pour leurs enfants et c'est un véritable casse-tête pour eux, il faut le préciser. C'est ce moment qu'un bienfaiteur a choisi pour venir au secours des élèves de Kaloum, un geste qui réjouit les bénéficiaires. Djenab Bangoura, Mohamed Bangoura. Seulement 24 heures nous séparent de la rentrée des classes. Dans la capitale, certains parents d'élèves peinent à trouver des fournitures pour leurs enfants. Ibrahima Soari Kamara décide de venir en appui à ses parents. Ce sont près de 4000 cahiers, 2000 stylos et une centaine d'ardoises qu'il a octroyées à ses élèves. Je le fais parce que je veux non seulement que les enfants aient le courage de partir à l'école, même sans moi. Depuis 4 ans, il se bat en faveur des élèves guinéens, particulièrement les déshérités. Ce sont les élèves de cette école privée et quelques enfants de Kaloum qui ont reçu en premier. Le fondateur n'est pas surpris du geste. Nous sommes vraiment contents, nous sommes vraiment ravis de ce don-là. Alignés les uns après les autres pour recevoir ces fournitures, ces élèves disent que ce geste est venu au bon moment. Les parents, quant à eux, se réjouissent. Je suis très heureuse pour ce cahier parce que beaucoup de gens ne vont pas nous donner ce cahier. Si M. Chifo nous a donné ce cahier aujourd'hui, c'est à l'honneur des familles et des
des enfants. Si chaque année, lui, il a jugé nécessaire vraiment de venir en aide à ces personnes démunies, je pense que c'est très très salutaire. Pendant cette période de crise sanitaire et politique, plusieurs activités peinent encore à retrouver leur rythme habituel. Les parents d'élèves invitent les personnes de bonne volonté et le gouvernement à emboîter le pas à Ibrahima Sori Kamara. Merci donc à Moussa Kamara Sufo pour ce geste magnanime. Fatoumata Kanté, âgée de 2 ans et demi, souffre d'une tumeur depuis ses premiers mois. Après des mois de traitement à Boké à Donka sans aucun succès, la petite a fini par perdre un œil gauche. Sa famille sollicite l'aide des personnes de bonne volonté pour poursuivre le traitement de l'enfant. Bernard Koundouno et Ibrahima Senksouma ont rencontré les parents suivis. À 2 ans, 4 mois, Fatoumata Kanté a déjà perdu l'usage de son œil gauche suite à une tumeur qu'elle a contractée depuis son bas âge. Tout a commencé par la détection à Boké d'une cataracte dont le traitement a économiquement ruiné la famille. Sans suite favorable, la petite Fatoumata a été référée à l'hôpital Donka pour le traitement à travers son service oncologique de Jean-Paul II. Quand nous avons commencé le traitement à Boké, son état ne faisait que s'aggraver. Ils nous ont référés à Donka, mais nous n'avions pas de moyens. Nous sommes retournés à Kamsar, ça n'allait pas du tout. Nous sommes revenus à Jean-Paul II, c'est la même chose. Hôpital Jean-Paul II. Donc, mon traitement suivi. Après plusieurs mois de traitement sans succès, la famille sollicite le soutien des bonnes volontés pour sauver leur enfant qui a déjà perdu son œil gauche. Aidez-nous, l'enfant a trop souffert. Les Guinéens, aidez-nous. Le monde entier, aidez-nous. Il a perdu tout son poids sous l'effet de la douleur. Aidez-nous. Comme plusieurs autres personnes atteintes de cette pathologie, la famille de Fatoumata s'inquiète. La santé de leur enfant se dégrade chaque jour. Faites parler votre cœur pour cette petite Fatoumata Kanté. À présent, place à la rubrique Notre angle. Notre angle de ce mardi nous amène à Timbo, capitale politique du Fouta théocratique, à la découverte de Tata d'Almami Ibrahima Sori Maodo et des lieux où s'est déroulée la bataille de Talansa en 1725. 1725, c'est cette date qui marque la victoire des musulmans sur les animistes. Timbo, le grand format est signé de Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant dans la région. Suivez. Nous sommes à Timbo, village historique du Fouta Jalon. Ce que vous voyez juste derrière moi, c'est le tata de Almami Ibrahima Sori Maodo, 12e Almami du Fouta théocratique. Almami Ibrahima Sori Maodo est un descendant de Fodé Seydi. Fodé Seydi est un frère à Fodé Seri. Fodé Seri et Fodé Seydi sont arrivés au Fouta. Et Fodé Seri s'est installé à Fugumba et Fodé Seydi est venu s'installer à Timbo. Le monument que vous voyez là est un monument apporté pierre par pierre par les citoyens de cette localité. C'était à quelle occasion? C'était en fait pour que l'imam Almami Sori Maodo érige sa case sur ce monument-là que vous voyez. Sa case était en surplombant, donc il avait la vision de toute la contrée. En tant qu'imam, donc tout venait ici autour de lui là, lui il était en haut et tout le monde le voyait et il s'adressait à tout le monde et tout le monde voyait aussi l'imam. Le Fouta, à travers le Haut Conseil de Timbo, a donc décidé de restaurer ce tata présenté comme un hommage rendu à un chef de guerre auréolé de couronnes tissées de ses différentes conquêtes. Karamoka Alpha s'était déjà donné comme objectif après ses études coraniques l'islamisation du pays Yalonké.
Ici, c'était un pays dialonké. Donc, ils se sont fixés comme objectif, et lui et les nombreux marabouts qui sont venus s'implanter dans les différents villages, ils se sont fixés comme objectif d'islamiser le Fouta. Et les marabouts qui s'étaient implantés dans ce pays, qui s'appelait Dialonkadou, ce n'étaient pas des Peuls seulement. Il y avait des Peuls, il y avait des Malékés, il y avait des Sarakolés. Tous ont contribué à cette djihad-là. Maintenant, quand la djihad a été déclenchée, la première grande bataille a eu lieu à Talansan, que nous allons visiter tout à l'heure. Après Talansan, les musulmans qui se sont retrouvés là ont décidé, chacun de son côté, d'aller combattre les foyers de Dialonké. C'est quand ils ont fini de combattre ces foyers de Dialonké qu'ils se sont retrouvés à Boural-Tapé et qui sont décidés, étant victorieux et devenus forts, de changer le nom du pays. Au lieu que le pays s'appelle Dialonkadou, ils l'ont appelé pays des Fulbé et des Dialonké, Fouta Diallo. Donc, c'est sur cette base que l'État théocratique du Fouta Djallon est né. Et le premier Almami, donc, c'était Karamoko Alpha, Ibrahima Sambégou. Donc, en réhabilitant ce tata, on veut simplement réhabiliter un pan important de l'histoire, de l'islamisation, de l'implantation de l'islam dans notre pays. Après la prière de 14 h dans cette mythique mosquée de Timbo, dont l'histoire se confond avec les débuts de l'islam en Afrique, direction le site de Talansan. Nous voici au site de Talansan. Ici s'est déroulée la bataille la plus meurtrière et la plus décisive de toute l'histoire de la conquête du Fouta par l'islam. Maodo a été, à ce moment il s'appelait Yerupate, a été amené à consulter tous les grands marabouts qui étaient au Fouta pour qu'ils se conjuguent afin de préparer la guerre de Talansan. Donc ainsi, en 1725, ils étaient au nombre de 100. Et le 100e était un bébé parmi les musulmans. Ils ont été à Talansan, ils ont vaincu les animistes grâce à un coup de fusil qui n'était pas connu ici. C'est le coup de ce fusil-là qui est intervenu à Talansan, qui a effrayé les Dialonké, parce que c'était la première fois qu'on entendait un coup de fusil. Ils ont dit que c'est Dieu qui est en train de leur parler. Beaucoup se sont noyés dans le fleuve Bafi, d'autres ont fui. Et finalement, c'était la première étape de la victoire des musulmans. Cette insurrection musulmane fut dirigée par 24 chefs, dont 14 Peuls et 10 Maninka. Les musulmans venus de l'Ouest et les fétichistes de l'Est s'affrontèrent ici pendant 15 jours. Merci Alpha Mamoudou depuis Mamou pour ce reportage à Timbo précisément et tout à fait un peu à quelques kilomètres de là. Toutes nos salutations à Dalaba, le centre-ville, mais aussi à Bodje, Ditine, Kala, Kankalabe, Kebali, Koba, Mafara, Miti, Mombeya et Kourou. Bonsoir à tous et au revoir.